l'association marocaine pour les professionnels de finance participative Sharia Compliance a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui autour d'un forum sur le thème Takaful, pilier et levier de la finance participative au Maroc. Mais permettez-moi, avant de laisser la parole à M. le Président Saïd Amardi pour gérer ce workshop, je me permets de vous présenter notre association, la MFP, ses objectifs, son ambition et aussi ses orientations d'ici 3 ans. Alors notre association a été créée dans un contexte où il y a un besoin ou un espace d'échange entre les professionnels de la finance et spécialement la finance participative qui est en train de se développer au Maroc. Et aussi il y a un besoin d'avoir une entité indépendante, apolitique, où les professionnels peuvent échanger, entamer des réflexions par rapport au sujet ou aux diverses spécificités de la finance participative Sharia Compliance, et aussi un moyen ou une plateforme de networking aussi au niveau national et international. Dans cette perspective-là, un groupe de personnes a été réuni pour créer cette association dont la mission est de démystifier et vulgariser la finance participative Sharia Compliance pour le compte des professionnels. Aussi, parmi un autre composant de la mission de l'association de la MFP, de participer activement au développement de la finance participative au Maroc. Cette mission, il est encadrée par une vision. Cette vision est de devenir un acteur de référence crédible, soit au niveau national et international, et devenir un interlocuteur auprès des autorités de tutelle et aussi auprès des professionnels et des acteurs de la place. Dans cette perspective de mission et de vision, on a décliné un petit peu la mission en objectif que devrait l'association ici, de son plan stratégique de réaliser. Donc, on a plusieurs objectifs, mais les 4 principaux objectifs dans notre association sont les suivants. Premièrement, c'est la promotion des principes de la finance participative et aussi des bonnes pratiques. Deuxièmement, développer un espace d'échange, de networking et de perfectionnement des compétences. Donc, au niveau de la finance participative, il y a un besoin au niveau des compétences. Donc, on essaye, via notre association, de développer ces compétences en collaboration avec les experts, soit nationaux ou internationaux. Troisième objectif, c'est participer aux actions culturelles, sociétales et environnementales. Et aussi nouer des partenariats avec les différentes institutions nationales et internationales. Notre association est gérée par un système de gouvernance composé d'un bureau exécutif et d'un conseil de surveillance. Le bureau exécutif est présidé par M. Saïd Amardi, le secrétaire général par Mehdi Yassine, le trésorier c'est Ali Abdallah, le vice-président c'est Hakim Ben Saïd et le vice-trésorier c'est Najali. Ce qui concerne le conseil de surveillance, il est composé par M. Alami Idrissi et M. Hossein Moussi. L'association est aussi, pour réaliser son objectif, a créé des commissions permanentes dont la composition est la suivante. Donc on a les commissions d'adhésion, commission de finances, commission scientifique, commission de développement et commission d'audit. Par rapport à la commission scientifique, on a plusieurs sous-commissions. Donc aujourd'hui, on a la commission Sharia, présidée par M. Farat, la commission banque participative, la commission assurance Takaful et la commission marché des capitaux composée par une sous-commission Soukouk et au procédé Sharia Compliance. Notre association a été créée en avril-mai 2013. On a déjà entamé 3 workshops. Le premier workshop à la bourse, le premier et deuxième workshop à la bourse de Casablanca. Premier workshop sur la Morabaha, il s'agit de l'habillage de Sharia Compliance. Le deuxième workshop s'est tenu le 27 juin dernier, c'est sur le Soukouk. Le troisième workshop, plutôt dépassé aujourd'hui, on a aujourd'hui sur Takaful. Et on planifie de faire une conférence internationale en collaboration avec, en partenariat avec Thomson Reuters dans le 4e trimestre 2013, Inch'Allah. Pour toute notre association se veut un environnement sélectif et on
nous sommes ouverts à toute demande d'adhésion. Donc on a l'information mvpp.ic@gmail.com pour toute demande d'adhésion. Et Inch'Allah, d'ici fin, on a reçu plusieurs demandes d'adhésion de la part de plusieurs intéressés. Donc nous aurons une réponse d'ici fin Ramadan, Inch'Allah, par rapport à nos demandes. Et je passe la parole à M. Saïd pour nous dire. Merci. Merci Siyassine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci beaucoup pour votre assistance, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce soir. Et nous sommes également très heureux de vous accueillir. Nous sommes également très heureux de vous accueillir nos panélistes, M. Boulif et M. Nasdine Janabi. Je vais commencer par présenter notre premier intervenant, qui est M. Mohamed Boulif. M. Mohamed Boulif, qui est un consultant, expert en finance islamique, actuellement managing partner du cabinet international El Ma'ali, Islamic Finance Consulting, et également il est managing director du cabinet El Ma'ali Islamic Finance. Boulif est lancé à l'université Paris-Dauphine, exécutif master Islamic Finance à l'université internationale de Rabat, et dans plusieurs institutions, notamment plusieurs écoles, entre autres l'UNI, Rabat, ESSEC, Tunis, etc. Boulif aujourd'hui mène une mission de conseiller spécial en finance islamique auprès du ministère des Affaires économiques de la région de Bruxelles. Boulif également est le directeur financier pendant 10 ans au sein de la holding Faisal Finance au Luxembourg et de la société d'assurance islamique Tekaful SA au Luxembourg. Il siégea également notamment au conseil d'administration de plusieurs filiales. Monsieur Nasdine Janabi, qui est chef de service auprès de la direction des assurances et de la prévoyance sociale, donc assurance, et également chef de division par intérim. Nous allons démarrer notre workshop, l'intervention de M. Boulif. Je voulais juste présenter le plan. Nous allons parler dans un premier temps avec M. Boulif sur la partie au volet technique, pardon, volet économique Tekaful. Ensuite, on va présenter les différents business models, y compris le dernier modèle qui a été lancé au Pakistan, c'est le modèle ORF. Troisième élément, on voulait parler également de la rentabilité, c'est très important, la rentabilité du Tekaful. Et enfin, si c'est possible, un zoom particulier sur Family Tekaful. La deuxième partie, ça va être la partie de M. Nabi. Donc on souhaite avoir une idée sur la loi. On n'a pas beaucoup parlé de la loi sur Tekaful, on n'a pas encore vu. Ce sera l'occasion avec M. Nabi d'en parler. Et c'est possible si on a quelques éléments sur règles de supervision, tout ce qui est réglementation des APS, mais dédié aux organismes Tekaful. Voilà. Et enfin, si on a également sur l'arrêté du ministère des Finances sur Tekaful. Merci beaucoup. Alors, je sais la parole à M. Boulif pour parler un petit peu sur le volet économique. Et le point là-dessus. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, assalamu alaikum wa barakatuh وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. Je remercie d'abord l'association FP pour cette invitation pour être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de retrouver Casablanca avec les amis qui viennent
aussi de Rabat et de la région pour ce type de rencontre qui montre qui est régulière aujourd'hui, qui montre l'engouement de plus en plus important pour la finance islamique participative ici au Maroc. Donc merci à l'association. Bon, effectivement, durant les quelques minutes qui vont suivre, je vais partager avec vous un sujet qui me tient fort à cœur, puisque j'y ai travaillé près d'une dizaine d'années, même si ce n'est pas dans le cadre opérationnel, mais plutôt dans un cadre de conformité et de reporting. Un cadre qui m'est cher parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, il y a quelques années, quand j'ai débuté dans la finance islamique au sein du groupe d'Allemagne islamique, on y parlait très peu. Le système d'assurance islamique au Takaful, certes, est né plus ou moins au même moment, en tout cas dans sa phase contemporaine, au même moment que la banque islamique, plus ou moins à quelques 4 années près, 75 pour la banque commerciale islamique et 79 pour la première société d'assurance islamique au Soudan. Mais l'assurance islamique a eu du mal à décoller pour différentes raisons. Alors, la première raison, c'est les préjugés qui entourent l'assurance au niveau islamique. Il a fallu pas mal de temps pour que les théologiens apportent une réponse claire en ce qui concerne l'interdit ou pas par rapport à l'assurance commerciale que nous connaissons, l'assurance conventionnelle. Et donc pour le commun des musulmans, l'assurance était quelque chose qui était haram dans le sens où ça interférait avec le destin, et le destin n'appartient qu'à Dieu, et donc il n'y a pas lieu de se couvrir et de laisser les choses aller. Donc cette interprétation erronée a longtemps existé dans les pays musulmans, si bien que l'assurance de façon générale, qu'elle soit islamique ou conventionnelle, est en retard dans les pays musulmans. La deuxième raison, c'est que l'assurance, de façon générale aussi, suit un peu la courbe du développement et la croissance des pays. Donc dans les pays en voie de développement ou en développement, ou même certains pays émergents, les taux de pénétration sont encore très faibles. Si nous prenons ici le tableau que j'ai emprunté de chez Ernst & Young, qui montre un peu les taux de pénétration des pays musulmans, on voit bien que ces taux de pénétration de l'assurance tout à fait conventionnelle, même pas islamique, sont très bas dans les pays musulmans, sauf que le Maroc, bien sûr, nous connaissons tous, et je pense que les étrangers nous le rappellent bien aussi, c'est que nous avons un très bon secteur bancaire et un très bon secteur financier de façon générale, donc avec l'assurance, et donc nous avons un taux de pénétration assez convenable par rapport aux autres pays musulmans. Donc ce retard de décollage de l'assurance de façon générale a aussi impacté le démarrage de l'assurance islamique de façon plus particulière. Et donc aujourd'hui, avec l'émergence des pays musulmans ainsi qu'une clarification en ce qui concerne l'assurance, la position chariatique ou de la charia par rapport à l'assurance, fait que nous avons aujourd'hui un secteur de l'assurance islamique qui démarre bien, qui certes est très faible, nous allons le voir par rapport à la masse. On vous cite souvent des chiffres de l'industrie de la finance islamique qui avoisinent aujourd'hui le 1000 milliards, 350 millions ou 400 millions à fin 2012. Donc on est, pour ce qui est du secteur de l'assurance, à quelques 12 milliards de prix, donc c'est encore très faible, mais nous avons aujourd'hui des taux de croissance très importants. Ces taux de croissance aujourd'hui de l'assurance islamique sont des taux de croissance plus importants que le secteur de la banque islamique elle-même. Il avoisine une moyenne, en fonction des régions, une moyenne entre 25 et 30% sur les 5 dernières années. Alors, je vais un peu inverser l'ordre de la présentation telle qu'elle a été présentée par notre ami Saïd. C'est d'abord de parler, avant de passer au modèle et de passer
au lien entre l'assurance islamique et le secteur bancaire, en quoi il y a un levier pour le secteur bancaire participatif, eh bien, je vais d'abord donner quelques chiffres par rapport au secteur. Alors, nous sommes bien sûr dans une phase aujourd'hui où nous arrivons plus ou moins à une certaine phase de maturité pour le développement de la finance islamique, principalement dans des régions comme les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe, ainsi que la Malaisie. Bien sûr, aujourd'hui, avec la crise, les pays sont différemment impactés en fonction de la situation propre et en fonction de l'évolution législative. L'Arabie Saoudite connaît un chambardement législatif assez important au niveau de l'assurance. Ce pays a longtemps n'a pas eu de législation de l'assurance et puis en a eu, et puis récemment a exigé que toutes les sociétés d'assurance en Arabie Saoudite deviennent des sociétés coopératives. Donc aujourd'hui, c'est une course aujourd'hui pour ces opérateurs pour se conformer à cette nouvelle législation. Alors, différents pays, bien sûr, l'Europe est impactée aujourd'hui par la crise, donc le développement de l'assurance islamique est encore assez faible dans cette région. Les pays du Golfe, c'est bien sûr un peu plus soutenu, malgré aussi, la zone MENA plutôt est un peu plus soutenue, si ce n'est que nous avons aussi le phénomène d'abord du printemps arabe qui a donné beaucoup d'espoir à la finance islamique ou participative, et puis la situation politique que nous connaissons aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, retarde un peu ce processus, et donc le processus d'introduction ou de renforcement de l'assurance islamique, puisque l'assurance islamique existe aussi dans ces pays. Alors l'assurance est un bon élément au niveau du Soudan, aussi qui était le premier pays à s'ouvrir à l'assurance islamique, mais là aussi les problèmes politiques, la scission avec le Sud fait que aujourd'hui les choses se tassent avec la finance participative islamique présente uniquement dans le nord du pays. Alors je vous parlais de cette prime aujourd'hui. On est quelque part à 12 milliards de dollars de primes, et c'est principalement dans les pays du Golfe avec l'Arabie Saoudite, incluant le système coopératif. Vous voyez qu'on a des taux de croissance entre 2005 et 2009 qui sont assez importants pour ces régions. L'Arabie Saoudite 38%, la région du Golfe 54%. La région qui vient après, c'est le sud-est asiatique avec 28%. Mais l'Afrique aujourd'hui se positionne tant sur la croissance de la finance islamique, donc la banque islamique, tant que pour l'assurance. C'est sans doute la prochaine zone de développement de l'industrie de la finance islamique. On part bien sûr de beaucoup plus bas, mais on a des taux de croissance aujourd'hui assez importants. L'Afrique étant la zone où on enregistre le taux de croissance le plus important, avec une trentaine de pourcents de taux de croissance de la finance islamique aujourd'hui. Alors, au niveau des métiers, nous avons, en ce qui concerne l'assurance islamique, en fonction des régions, nous allons voir une présence plus ou moins importante de tout ce qui est l'assurance vie, qu'on appelle dans le jargon de l'assurance islamique familiale et médicale, donc tout ce qui couvre les personnes. Nous avons, en fonction des régions, des taux allant de 27% jusqu'à plus de 70% dans le sous-continent indien. Et puis, bien sûr, viennent les protections générales telles que les propriétés, l'automobile, etc. Donc, nous avons aujourd'hui un développement assez important de l'assurance vie qui suit la courbe de l'évolution économique de ces pays. Alors, pourquoi aujourd'hui une assurance islamique? Donc en débutant, je vous disais qu'il y avait un problème dans les pays musulmans, à savoir
quelle est l'avis théologique par rapport à l'assurance conventionnelle. Pendant de longues années, même des siècles, l'assurance a été considérée comme haram parce qu'on ne faisait pas la part des choses entre ce qu'était le risque et le système qui était sous-jacent pour gérer ce risque. Alors on a un peu mis le tout dans le même panier et on a tout interdit, à savoir la gestion du risque et le système qui était sous-jacent. Et puis est venue cette décision en 1985 du Conseil du fiqh islamique à Jeddah, qui finalement a tranché en disant que certes, le système d'assurance, le contrat d'assurance islamique tel que nous le connaissons dans les sociétés conventionnelles est haram, mais la gestion du risque elle-même est halal, puisque nous retrouvons dans l'histoire de l'islam, dès les premiers temps de la révélation, des systèmes d'assurance et des systèmes mutualistes qui permettaient aux musulmans de s'entraider, notamment les commerçants qui partaient avec des caravanes au nord de la péninsule arabique et qui avaient mis sur pied un système de protection. Si quelque chose arrivait à ces commerçants qui partaient, eh bien, il y avait un système d'indemnisation mutuelle. Bon, les caravanes, soit il y avait une tempête et qu'il y avait une partie de la marchandise qui était perdue, soit elles étaient attaquées en cours de route, etc. Donc tous ces risques-là étaient couverts et il y avait un système d'indemnisation, ce qu'on appelait donc pour se couvrir mutuellement. On trouve d'autres systèmes, notamment DIA, ce qu'on appelle chez nous des 200, etc. Donc toute une série de systèmes qui nous rappellent le système de mutualisation du risque et d'indemnisation de la victime ou des proches de la victime ou du commerçant si c'était appliqué en commerce. Donc l'organisation de la conférence islamique est venue mettre un point final, parce qu'il y a toujours un débat, comme pour le riba, etc. Donc il y a toujours un débat au niveau de la communauté musulmane, mais il y a une tendance quand même large aujourd'hui, qui est, on peut pas dire l'unanimité, mais en tout cas la majorité, la grande majorité, autant pour ce qui est de la riba ou de l'intérêt, il y a une condamnation assez stricte, et bien il y a la même condamnation pour ce qui est du contrat d'assurance commerciale. Maintenant, au même moment où l'organisation de la conférence islamique condamne le contrat d'assurance conventionnel, eh bien, ouvre à la porte et dit qu'il y a lieu aussi, en tant que musulman, de pouvoir gérer le risque. C'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, et donc il faut mettre en place des systèmes qui, certes, ne sont pas du type de ceux utilisés dans le système conventionnel, mais qui permettent de s'assurer ou de créer un système d'assurance. Et donc l'alternative qui est proposée est principalement le système coopératif. Et nous allons voir en pratique, ce système coopératif est minoritaire, c'est plutôt un système de mutualité sous forme de société commerciale qui aujourd'hui a la prépondérance. Donc ça, c'est une position qu'il est rapportée en 1985 par rapport à l'interdit. Alors je n'ai pas préparé ici, puisqu'on a eu d'autres occasions d'en parler de l'interdit par rapport à l'assurance, mais pour un bref rappel, principalement parce que les théologiens considèrent qu'il y a du halal, donc de l'incertitude, qu'il y a du maïsir, de la spéculation, et qu'il y a aussi de la riba, tant au niveau des investissements de primes d'assurance, tant qu'au niveau des pénalités de retard, par exemple, ainsi que l'introduction de la riba, du fait qu'on met un montant d'argent et on reçoit éventuellement un montant supérieur en cas d'indemnisation, et donc c'est ce qui crée la riba. Donc il y a 6 matières dans le droit musulman qui ne peuvent s'échanger qu'au comptant, et donc c'est le cas de l'argent ou de tout ce qui est monétaire. Donc voilà un peu simplement pour rappeler des problèmes posés par l'assurance conventionnelle. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. On considère que ceci a déjà été traité à d'autres occasions. Donc on est ici plutôt pour essayer de voir, à partir du moment où il y a cet interdit, qu'est-ce qui a été développé par les musulmans durant la fin du dernier
quart de siècle dernier pour faire en sorte que les musulmans puissent aussi entrer dans une compétition juste avec dans le monde économique et social aussi, pour couvrir tant les opérateurs individuels que les opérateurs privés. Alors le système qui est les opérateurs privés que les opérateurs commerciaux, les entités économiques. Alors le système qui a été imaginé est un système où on va scinder en fait la relation que nous connaissons aujourd'hui, qui est une relation entre une société et des assurés. Eh bien, on va garder l'entité société plus ou moins, il y a différents modèles, mais aujourd'hui le plus important garde cette entité commerciale en tant qu'opérateur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder. On va donner un rôle à cet opérateur qui est limité à la gestion en tant que société de gestion de la partie technique de l'assurance. On va faire en sorte que ce soit les assurés, les participants qui puissent eux-mêmes s'auto-indemniser. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les primes qui sont collectées dans le système conventionnel aujourd'hui, ce sont des revenus pour la société d'assurance, et tous les sinistres sont tirés de ces primes, ce qui fait que par défaut, par raccourci bien sûr, les choses sont plus complexes, mais je schématise assez rapidement. Les primes moins les sinistres font un résultat technique qui est un bénéfice ou une perte pour l'opérateur, la société d'assurance. Ce qu'on va imaginer dans le système d'assurance islamique, c'est qu'on va laisser l'opérateur ne s'occuper que de la gestion et on va transférer le risque. Le risque va rester, on va le transférer, on va le laisser au niveau des assurés. À savoir que toutes les primes les primes et les sinistres vont être gérés à partir d'un fonds, et tout excédent ou déficit de ce fonds sera pour les participants ou les assurés, et donc ce n'est plus un bénéfice ou une perte pour la société qui opère, opératrice, mais plutôt pour les participants. Et de là découle une série de modèles que nous allons parcourir ensemble. Alors, on a deux parties principales, l'opérateur Takaful et le groupe, on les appelle dans le jargon de l'assurance islamique des participants ou des preneurs d'assurance, et qui implique deux relations, une relation contractuelle entre l'opérateur et les participants, et une autre relation entre les participants, cette relation qui en général n'existe pas dans le système conventionnel, ce serait peut-être dans le système mutualiste ou coopératif. Alors pour lever l'ambiguïté du contrat, les théologiens considèrent que le contrat commercial qui existe aujourd'hui est un contrat de vente, c'est-à-dire où il y a un achat, où il y a paiement d'un montant en contrepartie pour un service, et que dans ce contrat bilatéral dans le droit musulman, il ne peut pas y avoir d'incertitude. Les règles du jeu doivent être fixées. Or, en assurance, on ne sait jamais fixer tous les éléments au moment de la signature du contrat. Et donc, pour lever cette ambiguïté qui existe au niveau des contrats de vente, au niveau du droit musulman, ce qui est le cas du contrat d'assurance conventionnelle, eh bien, on va le transférer vers un autre type de contrat, qui est un contrat de donation, qui est finalement un contrat unilatéral qui n'est pas régi par les mêmes conditions que les contrats bilatéraux dans le droit musulman. Et une part de RANAF, si je peux dire, on ne supprime pas la totalité du RANAF, mais une part de RANAF est possible dans les contrats de donation, notamment les contrats unilatéraux, par exemple le contrat de tabac. Si une série d'éléments sont fixés en droit musulman dans le contrat de vente, dans le contrat unilatéral de tabac, il y a pas mal de flexibilité. Par exemple, vous pouvez promettre à quelqu'un de lui verser une somme, ça peut être à votre enfant par exemple, vous lui promettez, s'il réussit en fin d'année, de lui verser 5 000 ou 3 000 ou 1 000 dirhams. Mais si en fin de compte, au moment où il réussit et qu'il vient avec ses notes, vous n'avez que 100 dirhams, vous lui remettrez 100 dirhams, mais islamiquement, il n'y a pas de problème avec ce type d'engagement, puisque c'est un contrat unilatéral. Et vous pouvez ne rien lui donner comme vous
pouvez lui donner plus que des 100 ou 1000 ou 2000 dirhams que vous lui avez promis. C'est un contrat unilatéral. Donc, c'est à vous que revient la décision. Donc, on a utilisé ce contrat dans le droit musulman pour faire en sorte de créer un système mutualiste qui permet à des personnes de se mettre ensemble, donc des participants, pour dégager un système d'indemnisation mutuelle. Donc on n'est plus dans une relation d'assureur-assuré comme dans le système conventionnel, mais une relation entre un opérateur et des participants qui s'assurent mutuellement. Alors le rôle de cette société d'assurance, finalement l'opérateur, qu'on appelle dans le jargon l'opérateur Zakaful, eh bien, s'il est, ce qui est la majorité des cas, une société anonyme, eh bien, on va lui octroyer deux rôles. Un rôle au niveau de la gestion des souscriptions et le paiement des sinistres, donc c'est la partie technique, et pour cela, il va toucher notamment une commission nous allons le voir, et une partie de la gestion, notamment pour l'assurance, tout ce qui est assurance vie, la gestion de portefeuille, donc de l'investissement. Et cela, la rémunération de l'opérateur va se faire de deux manières, des fois uniquement la commission, des fois uniquement un partage du profit des investissements selon un contrat de Mudaraba, ou des fois un modèle mixte ou hybride qui est aujourd'hui le plus récurrent dans le système de Zakaful tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, très schématiquement, le modèle est le suivant. Les participants vont contribuer, vont faire des donations sous forme de tsabarwa dans le droit musulman, dans un fonds de Zakaful, et de ce fonds de Zakaful vont être gérés, vont être payés tous les sinistres. L'opérateur lui va gérer ce fonds selon un contrat qui peut être de Mudaraba, de Wakala, de voir une combinaison de ces différents contrats. Et l'opérateur aura pour mission de gérer les sinistres, donc payer à partir de ce fonds les indemnités, et de gérer les investissements, surtout dans le système d'assurance vie où il y a un fonds qui va être créé, nous allons le voir. Alors, il existe aujourd'hui différents types de modèles de Zakaful ou d'assurance islamique. Il y a des modèles qui sont moins orientés profit, qui sont des modèles coopératifs, qui sont très minimes. On les retrouve dans certains pays d'Asie du Sud-Est, mais surtout au Pakistan et au Soudan, mais très minoritaires. Sinon, dans la majorité des cas, aujourd'hui, pour qu'un système soit viable, on a opté pour un système plutôt orienté profit. Nous allons voir en quoi consiste cette orientation de profit. Donc, c'est des modèles commerciaux. Je disais au début que, je n'ai pas dit, que l'assurance islamique faisait un rôle de parent pauvre de l'industrie de la finance islamique pendant de nombreuses années, parce que l'industrie de la finance islamique elle-même considérait que c'était un système caritatif auquel il n'y a pas de place pour le commerce, et donc le commerce n'a pas possibilité de faire du profit. Et donc pendant des années, y compris dans la société où j'ai travaillé au Luxembourg, du côté des actionnaires, il y avait très peu d'investissements, très peu de possibilités de développement de cette industrie, parce qu'on considérait que c'était un système caritatif et plutôt orienté un caractère non lucratif. Sans but de lucre. Et donc, on a, pendant des années, jusqu'au moment où on a constaté, on va y revenir dans la troisième partie de cette présentation, on va se rendre compte que, finalement, le système Zakaful est un levier important pour l'industrie bancaire elle-même, de un, et deux, l'assurance Zakaful peut être aussi un système qui peut s'autogérer et être profitable pour les actionnaire qui mettent sur pied ce type d'assurance. Nous parlerons de rentabilité en fin de présentation. Alors nous avons, dans ces modèles orientés profit, nous avons principalement trois modèles. Le modèle historique qui est le modèle Mudaraba. Nous avons un peu plus tard émergé le modèle Wakala. Et puis nous avons depuis quelques années un modèle plus récent qui est principalement développé au Pakistan, et le Soudan, qui est le modèle basé sur le Waqf. Alors nous allons parcourir rapidement ces trois modèles pour voir un peu en quoi ils se différencient l'un de l'autre. Alors commençons par le modèle de Mudaraba. Le modèle de Mudaraba, pour
ceux qui ne sont pas habitués à ce jargon de la finance islamique, la Mudharaba est le contrat sur lequel repose aujourd'hui le système de banque participative ou de banque islamique qui permet à la banque islamique de collecter des fonds sur la base de Mudharaba et de les injecter dans un circuit économique, soit avec des entreprises, soit des États ou des individus. Et donc cette relation permet de mettre à la disposition d'une partie un capital et de partager le fruit de ce capital, à savoir le profit ou la perte. Dans un contrat de Mudharaba, c'est le financier qui subit la perte et le résultat, il est partagé selon un ratio convenu entre les parties, un ratio qui n'est pas une rémunération fixe, mais un pourcentage sur le profit. Eh bien, on va reprendre un peu cette notion de Mudharaba qui existe dans le secteur financier islamique, de la banque islamique, pour l'utiliser dans la société d'assurance où on va partager, on va rémunérer l'opérateur par un système de Mudharaba. Alors, on va plutôt voir le schéma, ce qui est plus parlant que du texte, où nous avons des participants qui vont faire des contributions à un opérateur qui aura été établi sous forme notamment de société anonyme dans notre droit à nous, ou de limited company dans le droit commun. Et donc, les participants vont remettre des contributions comme des primes d'assurance que nous connaissons à l'opérateur. Cet opérateur va investir ces sommes les maintenir dans un fonds, ces contributions, va les investir et les profits de ces opérations-là, il va les réinjecter dans les fonds et de ce fonds, on va payer les sinistres et une série d'autres dépenses telles que les frais de réassurance, etc., les réserves, et ainsi de suite. Alors l'opérateur ici va se rémunérer sur le profit qui a été généré par des investissements. Donc c'est le seul revenu aujourd'hui dans un modèle de Mudharaba pur pour la société d'assurance ou l'opérateur Tikafoul. La seule rémunération, c'est une rémunération sur la gestion des primes d'assurance. Et donc c'est le ratio dont on a parlé au départ qui est de X et s'il y a un profit, eh bien, il est partagé entre l'opérateur et le fonds d'assurance, le fonds de Tikafoul qui appartient aux assurés. Et s'il y a excédent dans un modèle de Mudharaba pur, cet excédent appartient aux participants, donc est redistribué ou remis dans le fonds au bénéfice des assurés. Si je vous prends un exemple chiffré ici à partir d'une mise de 1 million de contributions de primes d'assurance, ces primes sont investies et rapportent 100 000, sont investies par l'opérateur et rapportent 100 000, à supposer que le taux de partage du profit était de 30%, et bien la rémunération de l'opérateur, donc Tikafoul dans ce cas-ci, sera de 30 000 et les 70 000 reviennent s'ajouter aux primes de départ, donc nous donnant 1 70 000 moins les sinistres, nous donne un excédent de 370 000 qui revient en totalité aux participants. Donc nous voyons ici que la différence essentielle avec un système d'assurance islamique, c'est que les primes et les sinistres proviennent du fonds des participants et ne sont plus comptabilisés dans le patrimoine propre de la société. Ce qui revient à la société, c'est uniquement sa part de profit de Mudharaba. Alors, ce modèle s'est avéré très peu rentable pour les sociétés d'assurance et des fois très peu viable, aussi pas impossible de faire vivre, puisque la seule rémunération de l'opérateur étant cette rémunération, nos amis malaisiens ont imaginé ce qu'on appelle un modèle de Mudharaba modifié, dans lequel on ne va pas rémunérer l'opérateur uniquement sur le profit de l'investissement, mais sur l'excédent. Et cet excédent, s'il y a une bonne gestion de la souscription et des sinistres, cet excédent permet à la société d'assurance de mieux se rémunérer que dans le cas du modèle de Mudharaba pur. Seulement, ce modèle de Mudharaba pur pose un problème au niveau, on
voyez, il rapporte 30 000, il rapporte ici à l'opérateur 50 000 dans le cas où on a un partage de 50%, par exemple, même avec 30%, on aurait été au-delà du premier modèle. Seulement, ce modèle pose un problème au niveau du droit de la charia qui est contesté, c'est un modèle qui est contesté, qui n'est pas utilisé dans les pays au Moyen-Orient ou dans le reste du monde, si c'est en Asie du Sud-Est. Bon, là, il y a le pragmatisme malaisien notamment qui veut qu'on essaie de développer quelque chose à défaut d'avoir mieux. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus rigoristes ou plus puristes au Moyen-Orient qui considèrent qu'on peut appeler ce modèle tout ce qu'on veut, mais pas un modèle de modèle modifié, puisque dans un contrat de modèle là-bas, on partage le résultat, on partage le profit qui est au-dessus du capital, à savoir on investit et c'est le partage d'un profit entre les partenaires ou les entités. Or, dans ce modèle-ci, on l'appelle modèle homme, on partage un profit, on partage une perte, on partage plutôt un excédent, et un excédent est différent d'un profit, puisque si nous reprenons le modèle initial, la contribution est de 1000, considérer que l'investissement étant de 1 million, on se retrouve avec un excédent de 400 000, ça ne veut pas dire qu'on a fait un profit 1 million et qu'on est aujourd'hui à 1 400 000. On est à des sinistres, des pertes, on est à moins 700, on est uniquement à 400 000. Donc dans ce modèle-là, il n'y a pas de partage possible de profit et donc il n'y a pas de possibilité d'appliquer le contrat en droit musulman de Modaraba, puisque le Modaraba est un partage de l'excédent au-delà du capital qui a été investi. Donc ce modèle est très contesté dans les pays, notamment les pays du Golfe, en tout cas le reste du monde à part le sud-est asiatique. Alors le deuxième modèle qui a été développé, c'est le modèle de Wakala. C'est un modèle qui permet, lui, qui donne un rôle d'agent à l'opérateur qui va pouvoir gérer, donc il est wakil ici, et il va recevoir une commission de gestion. Et dans ce cas-ci, il va se rémunérer sous forme de commission. Donc, si nous reprenons un peu notre cas précédent, nous avons la même contribution. Ici, l'opérateur, dans le cas précédent, l'opérateur avait une rémunération sur l'investissement. Ici, l'opérateur va avoir une rémunération upfront. Donc, dès qu'il y a souscription, nous allons prendre une commission sur les souscriptions et donc avoir déjà un revenu fixe sous forme de commission dès l'engagement des primes. Et donc, ce qui va être investi pour compte des assurés ou des participants, ce n'est plus la prime initiale d'1 million moins la commission de 100 000 qui reste dans le fonds. Et donc, cela va être investi avec un rendement qui va aller uniquement aux participants, moins les sinistres, et l'excédent revient aux participants, comme dans le modèle de Modaraba. Et là aussi, on est en train de jongler pour essayer de trouver le modèle le plus opérationnel possible et qui accroît la valeur de l'actionnaire. Et en Malaisie, de nouveau, on a constaté que par rapport à la compétition de l'assurance conventionnelle, il n'était pas suffisant, ce modèle de Wakala non plus n'était pas suffisant, et on a développé un nouveau modèle qui est un modèle appelé de Wakala modifié, où non seulement on prend une commission au départ, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, mais on prend aussi une commission à la performance, une commission sur l'excédent. Donc s'il y a un excédent technique entre des primes et des sinistres, eh bien, il y aura une commission, qu'on appelle commission de performance, qu'on va octroyer. Donc, au plus l'opérateur gère au mieux les souscriptions et les sinistres, la performance va lui permettre de toucher une commission. Et donc, ce modèle permet aussi d'améliorer la performance de l'opérateur Zakat. Alors, ce sont les deux modèles qui fonctionnent en parallèle aujourd'hui, des fois de façon indépendante, mais ce qu'on retrouve aujourd'hui le plus, c'est un modèle mixte qui utilise à la fois le modèle de Modaraba et le modèle de Wakala. D'une part,
l'opérateur va pouvoir se rémunérer sous forme de wakala, sous forme de commission, en tant qu'agent, en tant que wakil sur la partie souscription, évaluation des risques, gestion des sinistres, etc. Donc il percevra une commission comme nous l'avons vu dans le modèle à Wakala, mais il va aussi percevoir une commission, une rémunération sur l'investissement du fonds. Dans ce cas-ci, il sera gestionnaire du fonds de Sakafoul et il partagera les profits comme nous l'avons vu dans le système de Modaraba. Donc ici, nous allons voir une commission de gestion que l'opérateur va toucher, le montant des prix vont être investis et il y aura un partage aussi, donc là-bas en haut à gauche, avec un partage du profit entre l'opérateur et le participant. Et donc de nouveau, on va déduire de ce fonds, après avoir retiré la commission d'agence ainsi que la part de Modaraba de l'opérateur Sakafoul, et les sinistres, les réserves et la réassurance qu'on appelle Sakafoul dans le jargon ici islamique, et dégager un excédent ou un déficit, et c'est de nouveau ce déficit ou cet excédent reviendront au fonds de Sakafoul et pas à l'opérateur. C'est aujourd'hui le modèle qui est majoritaire dans les pays musulmans ou non, qui aujourd'hui ont de l'assurance. Alors, ce sont les trois modèles, donc Wakala, Modaraba, et puis le modèle hybride qu'on appelle modèle mixte Wakala et Modaraba. À partir de cela, il y a eu, après cela, il y a eu un autre modèle qui essaie de revenir un peu à l'esprit de solidarité en disant que le Sakafoul ne peut pas être à la merci ou être de l'économique ou du commercial, et donc ça doit rester un système de solidarité. Ou bien on a opté pour un système coopératif, comme notamment certaines sociétés d'assurance dans le Pakistan, ou bien on a été puisé dans le patrimoine musulman et aller rechercher le statut de waqf pour fonder des sociétés d'assurance qui sont basées sur ce système. Donc ici, en quoi est-ce un waqf? Simplement du fait que si la gestion reste quasi identique au niveau de la gestion des sinistres, des souscriptions, etc., sous forme principalement de wakala, l'opérateur va toucher une commission. C'est qu'au départ, l'opérateur, c'est lui, pour mettre un peu, lancer le fonds, c'est lui qui va faire une donation du capital social, si on peut dire, faire une donation pour constituer la société, et ces donations-là n'appartiennent plus aux actionnaires, mais est un fonds WARF qui est perpétuel, donc qui restera, qui n'appartient pas ni à l'opérateur, ni aux assurés. Ce sont uniquement les prix qui viendront après, qui appartiendront aux participants, et là, on reste dans un schéma classique de gestion d'un modèle de wakala. Voilà en gros les modèles qui ont été développés pour rendre efficient l'assurance au niveau du monde musulman à partir des principes, des préceptes de l'islam. On m'a demandé de faire un petit focus sur l'assurance familiale ou personnelle, donc je ne peux pas parler du modèle général qui est aussi, vous aurez les schémas qui finalement restent similaires à ce que nous avons vu. Par contre, ce qui est nouveau pour les fonds de Sakafoul, les produits de Sakafoul couvrant les personnes ou la famille, c'est du fait qu'il y a une double motivation pour le participant, c'est celle d'être indemnisé, mais en même temps de constituer une épargne ou d'investir pour lui-même ou pour ses héritiers et en droit. Et à cet effet, on va créer deux types de fonds. Un compte spécial du participant qui sera son investissement à lui sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans,
plus en fonction de sa police d'assurance, et puis un compte spécial du participant où il y aura la donation, une partie minime qui sera sa donation, qui servira à indemniser la collectivité ou l'ensemble des participants, tandis qu'un compte du participant propre servira à être alimenté de son épargne ou de son investissement. Alors, ça fonctionne en gros de cette manière-ci. À l'échéance, le participant va recevoir le montant accumulé sur son compte d'investissement. Donc, d'une prime de 1000, par exemple, on va retirer 5% qui va aller qui est une donation qui va aller à un fonds de solidarité, le fonds de Zakafoul, et 95% va rester comme fonds lui appartenant, comme investissement, comme dans une police d'assurance vie classique. Donc, à l'échéance, le participant aura droit à son épargne cumulée avec les surplus ou les déficits, donc s'il y a eu des profits ou des pertes par rapport aux investissements. Par contre, donc, c'est ce qu'il aura moins. Donc, il aura son épargne cumulée plus les surplus d'investissement. Ça, c'est si il arrive au terme de l'échéance, donc au terme de son contrat. Par contre, s'il décède avant, eh bien, l'opérateur pourra verser aux ayants droit, aux héritiers, la part qu'il aura investie jusqu'à l'échéance de son contrat. Mettons qu'il a souscrit à une police de 20 ans, qu'il a contribué pendant 5 ans, eh bien, à son décès, les ayants droit auront les 5 ans d'investissement. Donc si c'était, mettons, 1000 par an, faire rond, ça ferait 5000, moins la partie, bien sûr, qui a été mise dans un fonds qui ne lui appartient plus, donc 5% de cette somme qui aurait été mise dans un fonds mutuel, et puis on va aller puiser dans le fonds Zakafoul, on va aller puiser les 15 années qui restaient. Donc il a souscrit une police de 20 ans, il décède après 5 ans, et bien on va les puiser 1000 fois 15, donc 15 000, on va aller les puiser dans le fonds de solidarité, c'est la communauté, c'est les participants qui vont indemniser ensemble, donc indemniser la famille du défunt ou les héritiers, les ayants droit du montant qu'il aurait dû ou pu épargner s'il était resté en vie. Alors, ce modèle est très intéressant parce qu'il permet notamment de prévoir des cas. C'est un système qui a très bien fonctionné au Luxembourg, notamment pour les contrats qu'on appelait l'assurance éducation et mariage, par exemple, des contrats qui permettaient aux parents de souscrire une police d'assurance islamique au nom des enfants, qui ont l'âge de 3 à 5 ans. Le père va souscrire l'assurance de 15-20 ans et permettre, s'il reste en vie, de pouvoir, à la maturité, à 18 ans par exemple, de répartir cette somme accumulée pour l'enfant. Dans notre cas, il était prévu de la répartir en 4 années, 4 années universitaires, enfin à l'époque c'était comme ça, 4 années universitaires, donc on utilisait la somme en 4 pour donner comme genre de bourse à l'étudiant, lui permettre de faire des études, mais en cas de décès, c'était les participants, dans le cas du modèle que nous avions au Luxembourg, c'était les participants, si le père décède après 3 ans ou 5 ans, l'enfant pouvait quand même prétendre à des études à sa majorité, puisque cet argent continuait à être investi, et à sa majorité, on lui donnait une bourse, nous donnait cette somme subdivisée en 4 ans pour pouvoir entamer ses études. On l'appelait éducation et mariage parce que s'il se mariait dans les 4 années-là, on soldait le compte, en fait, on lui donnait sur une année, on lui donnait le solde de ce qu'il aura touché sur les autres années. Voilà un peu le système de Zakafoul familial, où on crée un compte d'investissement avec la somme la plus importante et puis un compte à risque qui permet d'indemniser. Alors ça fonctionne selon le modèle qu'on a choisi, Wakala, Mudalava ou hybride. Ça fonctionne de la même manière que les modèles que nous avons vus, si ce n'est qu'ici
il y a une séparation des comptes. La priorité dès le départ, c'est d'aller en un compte d'investissement et un compte à risque qui permet d'indemniser les participants. Ici, vous avez simplement différents modèles. Nous avons ce qu'on appelle les produits en unité de compte que nous utilisions dans le cadre des produits en unité de compte en droit européen, donc de la directive européenne, qui permettait finalement de gérer cela un peu comme les produits en unité de compte. On calculait, donc les prix étaient investis et on tirait une valeur actuelle nette du portefeuille régulièrement pour calculer la performance et le prix d'entrée de chaque participant. Vous aurez le schéma aussi. Je vais passer maintenant, pour conclure rapidement sur ce fameux pilier que peut constituer l'assurance Takaful par rapport à la banque participative. On sait que notre pays se prépare à voter dans le temps plus rapidement possible. Pour l'instant, on n'a pas ou presque plus de ministre des Finances, donc je ne sais pas comment ça va être géré, donc il faudra être patient encore un peu de temps. Donc cette loi sur la banque participative, cette réforme de la loi bancaire qui inclut aujourd'hui un chapitre sur la banque participative, il faut le dire tout de go, on ne peut pas imaginer un système de banque participative complètement conforme à la charia s'il n'y a pas des outils de Takaful à côté de ça. Et on l'a vu sur certains contrats actuellement qui circulent auprès des opérateurs marocains qui travaillent encore sous la circulaire de 2007. Eh bien, on voit qu'il y a notamment des chapitres consacrés à l'assurance conventionnelle, notamment pour la couverture du solde restant dû, par exemple. Donc on ne peut pas imaginer un système de banque participative totalement conforme à la charia s'il n'y a pas un système sous-jacent de finances islamiques. Alors en quoi cette banque islamique peut être, cette assurance Takaful peut être un pilier pour la banque participative? D'abord, les sociétés d'assurance Takaful, quand elles seront là, elles auront des fonds, et notamment des fonds à long terme, des fois à très long terme, 10, 15, 20 ans. Cet argent est tout bénéfique pour les banques qui pourront utiliser donc, dans leur gestion active-passive pour l'ALM cet argent et avoir des fonds donc, à disposition qui sont d'un terme plus grand que les dépôts qui seront récoltés par les banques sur les comptes d'investissement islamiques qui sont en général de 3 à 2 ans en général et pas plus. Donc cet argent pourra être utilisé par les banques islamiques, réinjecté, utilisé par les banques islamiques, qui ont des fonds d'investissement islamiques. Je ne m'en pas le temps de les vendre, mais donc il y a pas mal de débouchés pour ces fonds islamiques en fonction de la législation, parce que là aussi, il faudra voir ce que prévoira la législation marocaine pour l'investissement de ces fonds de Takaful, parce que notamment en Europe, pour les produits en unité de compte, nous étions limités à certaines classes d'actifs, et par exemple, nous ne pouvons pas investir dans du solide ou dans ce qui est illiquide, notamment tout ce qui est immobilier. Alors, je vais passer ici rapidement, mitiger les risques de perte, réduire le coût du risque des banques participatives, encourager l'épargne au travers des comptes d'investissement à risque, et je vais expliquer dans quelques secondes, il me reste déjà terminé, je prends encore quelques minutes pour terminer, pour rééquilibrer les activités des banques islamiques en faveur d'un plus grand risque par rapport à des produits de dette et plutôt utiliser des produits participatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la banque, le système d'assurance islamique pourra venir en soutien aux banques participatives notamment, ce sont des exemples ici, pour le solde restant. Les banques marocaines qui aujourd'hui utilisent le contrat de Murabaha immobilière ont un problème d'assurance du solde restant dû, parce que finalement la banque islamique garde une créance, et sur cette créance, certes, il y a une hypothèque, mais il y a toujours un risque de défaut, soit par perte d'un emploi, soit par le décès du bénéficiaire. Et donc, aujourd'hui, dans les pays musulmans, dans les pays du Golfe ou en Asie du Sud-Est, on a un système d'assurance islamique qui permet d'indemniser en cas de décès, d'indemniser la banque en cas de décès, c'est une assurance donc, qui permet d'indemniser en cas de décès du participant qui a acheté une maison sous forme ou un véhicule, etc., sous forme de Murabaha.
l'assurance risque habitation en fonction qu'elle est obligatoire ou pas selon la législation, et bien aujourd'hui il y a des systèmes d'assurance qui permettent d'assurer, puisque le bien est hypothéqué, mais il faut encore que le client ait assuré son bien, et donc il peut rechigner à dire je n'accepte pas d'assurer mon bien selon un système conventionnel, et donc par exemple en Angleterre, on n'a pas obligé les musulmans à assurer le bien parce qu'ils ont invoqué le fait qu'ils ne voulaient pas utiliser un système d'assurance conventionnel, donc c'est un risque supplémentaire. Donc ça c'est un levier important aussi. Alors on l'utilise aujourd'hui au niveau de l'industrie islamique et ce sera important aussi pour la banque participative au Maroc, c'est qu'on a créé des systèmes de lissage du profit